Les SEAL ont plaidé pour son sauvetage dans une embuscade, jusqu'à ce qu'elle passe du rôle de médecin à celui de tireur d'élite en quelques secondes. Avant de plonger, prenez un instant pour me dire, d'où regardez-vous cette histoire et quelle heure est-il? Peut-être le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France. Ne vous contentez pas de la regarder en silence. Laissez un commentaire ci-dessous et voyons quelle portée mondiale cette histoire a. Maintenant, plongez-vous et commençons. Le soleil tapait impitoyablement sur l'étroite vallée afghane, tandis que les mains gantées d'Élodie Rousseau s'activaient frénétiquement sur la blessure sanglante à l'épaule du premier maître Mendez. La poussière et la fumée asphyxiaient l'air autour d'eux. 6 Navy SEAL d'élite se terraient derrière le maigre abri de rochers déchiquetés, tandis que les balles ricochaient sur les pierres. Ils étaient cloués au sol, isolés, et se vidaient de leur sang. Ce qui avait commencé comme une mission de reconnaissance de routine s'était transformé en une embuscade soigneusement orchestrée, avec des chasseurs ennemis positionnés sur 3 côtés de la haute crête qui les surplombait. Élodie, l'infirmière de l'équipe, était désormais leur seul espoir de survie. « Commandement, ici Sidewinder. Nous subissons des tirs nourris de plusieurs positions. Je le répète, nous avons besoin d'un appui aérien immédiat », cria le capitaine de corvette Hayes dans sa radio, la voix brisée par le désespoir. Des parasites lui répondirent. Les montagnes bloquaient leur signal. Élodie leva les yeux de son patient, son regard bleu perçant scrutant le visage de chaque homme. Elle vit ce qu'ils ne pouvaient dissimuler sous leur entraînement. La peur, celle qui survient lorsque les soldats d'élite réalisent qu'ils sont piégés sans issue. Mendez gémit sous ses mains tandis qu'elle resserrait le garrot. 2 autres SEALs furent blessés. Santiago, un éclat d'obus logé dans la jambe, et Cooper, à peine conscient après avoir perdu son sang. « Doc, combien de temps encore ?» demanda Hayes, les yeux fixés sur la crête où les éclairs des canons jaillissaient comme des lucioles furieuses dans le crépuscule naissant. Élodie ne répondit pas immédiatement. Son accent français s'accentua lorsqu'elle parla enfin. « Mendez est stable pour l'instant. Santiago doit être opéré dans les heures qui suivent. Cooper. » Elle laissa le mot en suspens. Ils savaient tous ce que cela signifiait. Il leur restait peut-être 30 minutes avant que Cooper ne soit irrécupérable, même avec ses compétences. La vérité tacite les enveloppa comme un linceul. Les secours n'arriveraient pas. Pas à temps. Ils étaient seuls, en infériorité numérique d'au moins 5 contre 1, avec des munitions limitées et 3 blessés incapables de se déplacer par leurs propres moyens. Hayes hocha la tête d'un air sombre, le poids du commandement pesant lourdement sur ses épaules. On tient position jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, on bouge. Mais tout le monde connaissait la dure réalité. La nuit tombait dans 4 heures. L'ennemi se rapprochait, resserrant l'étau avec une précision méthodique. Une nouvelle rafale les fit se baisser, des éclats de pierre giclant sur leur visage. Élodie achevait de fixer le bandage de Mendez lorsqu'elle remarqua quelque chose. Les tirs ennemis suivaient un schéma précis, systématique, professionnel. Il ne s'agissait pas d'une milice tribale aléatoire. Ces combattants avaient reçu un entraînement militaire. Alors qu'elle attrapait sa trousse médicale, ses doigts effleurèrent autre chose. Le long canon fin du fusil de précision de l'équipe, abandonné après que leur tireur d'élite, Cooper, eut reçu une balle dans l'abdomen. Quelque chose changea alors dans le regard d'Élodie. Une transformation qu'aucun des hommes ne remarqua, tandis qu'il ripostait désespérément. Elle jeta un coup d'œil au visage pâle de Cooper, puis au fusil, sa décision prise en une fraction de seconde entre 2 balles. « Hayes, dit-elle d'une voix soudain calme et froide comme l'eau de la montagne, il faut que je te raconte quelque chose sur mon parcours avant d'être médecin. » Avant qu'il puisse répondre, elle avait déjà bougé, sortant le fusil de précision de son étui avec la fluidité familière d'un vieil amant. Les hommes, stupéfaits, observèrent leur médecin aux mains douces assembler l'arme avec une précision fulgurante, ses doigts dansant sur les pièces avec une mémoire musculaire issue de milliers d'heures de pratique. 18 mois plus tôt, Élodie Rousseau était assise dans un bureau stérile du Naval Special Warfare Command à Coronado, son dossier personnel ouvert sur le bureau entre elle et le capitaine Warren Andrews. « Votre dossier est une lecture intéressante, spécialiste Rousseau, » dit Andrews en l'observant d'un œil calculateur. 7 ans dans les forces spéciales françaises,
unité de lutte contre le terrorisme GIGN, spécialisée dans le tir de précision à longue distance et la médecine de campagne, major de promotion dans les deux domaines. Puis vous avez rejoint l'US Navy grâce au programme d'échange militaire international, vous concentrant uniquement sur votre formation médicale. Il referma le dossier en se penchant en avant. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi l'un des tireurs d'élite les plus décorés d'Europe a choisi d'enterrer ses compétences pour devenir médecin. Le visage d'Élodie resta impassible, une habileté affinée par des années à regarder à travers une lunette, à contrôler sa respiration, son rythme cardiaque, son existence même, jusqu'à n'être plus qu'une extension de son fusil. Peut-être que j'en ai eu assez de prendre des vies et que j'ai préféré les sauver, monsieur. La réponse lui vint facilement, avec le temps, mais l'ombre qui vacillait dans ses yeux trahissait une toute autre histoire, celle de la douleur, de la perte, d'une mission qui avait mal tourné. Andrews hocha la tête, sentant les limites de ce qu'elle était prête à dire. Eh bien, quelles que soient vos raisons, vos compétences médicales sont exceptionnelles. Mais je suis en train de constituer une équipe chirurgicale d'opérations spéciales pour soutenir nos missions SEAL les plus sensibles, et j'ai besoin de personnes flexibles. Vous voulez un médecin capable de tuer si nécessaire, déclara Élodie d'un ton neutre, sans poser de questions. Andrews ne broncha pas face à cette remarque brutale. Je veux quelqu'un capable de protéger ses patients quand la situation l'exige. Quelqu'un qui comprenne que parfois, le meilleur remède est d'arrêter la menace. Des souvenirs lui traversaient l'esprit. Les montagnes enneigées de Syrie, le poids de son fusil, le compte à rebours entre les battements de cœur, puis la défaillance catastrophique des services de renseignement qui avait coûté la vie à 19 otages. Elle avait juré de ne plus jamais toucher à un fusil de précision ce jour-là. Sauf votre respect, capitaine. J'ai laissé cette vie derrière moi pour de bonnes raisons. Andrews fit glisser une photo sur le bureau. Un petit village afghan, des enfants jouant dans des rues poussiéreuses. Nous sommes dans la province du Nouristan, isolé, magnifique. Iraniens isolés magnifiques et de plus en plus menacés. Nous y avons déployé des équipes pour protéger les cliniques et les écoles. Ils ont besoin de quelqu'un avec vos compétences uniques. Il marqua une pause, le temps de bien saisir le sous-entendu. Tu n'as pas besoin de reprendre un fusil, mais avoir quelqu'un qui le pourrait en cas d'absolue nécessité pourrait faire la différence entre l'avenir de ses enfants et le leur. Élodie fixait la photo, les visages des enfants si semblables à ceux qui hantaient ses rêves. Elle avait juré de guérir et non de nuire. Mais peut-être existait-il une voie médiane, une voie où ces sombres pouvoirs resteraient dissimulés, sauf en cas d'absolue nécessité. Elle leva les yeux et croisa le regard d'Andrews. « Je rejoins votre équipe, monsieur. Mais je ne promets pas de tirer à nouveau. » Andrews hocha la tête, comprenant l'importance de sa demande. « Très bien, spécialiste. Vous serez officiellement inscrit comme soutien médical de combat uniquement. Vos autres compétences restent confidentielles. Le secret médical est essentiel. » En quittant son bureau, Élodie sentit le poids familier des secrets retomber sur ses épaules. Elle avait espéré échapper à son passé, se laver les mains en sauvant des vies plutôt qu'en les prenant. Maintenant, elle se demandait si certaines personnes étaient simplement nées pour exister dans ce monde d'ombre terrible et nécessaire entre la vie et la mort, sans jamais appartenir pleinement à l'une ou à l'autre. La première fois qu'Élodie rencontra la SEAL Team 7, ils la regardèrent avec le scepticisme habituel réservé aux étrangers, surtout aux femmes affectées aux unités d'élite. Le capitaine de corvette Hayes l'avait observé d'un œil calculateur, tandis qu'elle rangeait son matériel médical à bord du C-130 qui les emmenait vers leur base d'opération avancée en Afghanistan. « Vous avez déjà combattu », déclara-t-il plutôt que de demander, remarquant son organisation avec une efficacité maîtrisée, sa vérification automatique des lignes de visée et des issues. Élodie acquiesça simplement, sans rien ajouter. Moins ils en savaient sur son passé, mieux c'était. Au cours des semaines suivantes, elle gagna leur respect à contre-cœur grâce à son travail acharné, soignant tout, des blessures de combat aux maladies infantiles des villages qu'il protégeait. Cooper, le sniper dégingandé de l'équipe, avait été le premier à l'accepter véritablement. Il partageait une nature calme, un regard d'observateur sur le monde. « Tu as déjà tiré, Doug ?» lui avait-il demandé nonchalamment un soir assis devant la tente médicale.
Elle s'était brièvement tendue avant de se forcer à se détendre. Formation de bail, rien de spécial, avait-elle menti, les mots amers sur la langue. Cooper s'était contenté d'un sourire entendu, comme s'il avait compris la fausseté mais choisi de ne pas la contester. Eh bien, si jamais tu veux des conseils, n'hésite pas. Quelque chose dans sa douce proposition l'avait touché. L'idée qu'elle pourrait vouloir apprendre plutôt que le soupçon qu'elle savait déjà. Cette nuit-là, c'était la première fois depuis la Syrie qu'elle rêvait de regarder à travers une lunette sans se réveiller en sueur. 3 mois après leur déploiement, ils avaient trouvé leur rythme. L'équipe protégeait le poste médical, Élodie soignait les patients et formait le personnel soignant local. Ils commencèrent à se sentir comme en famille. Ils se chamaillaient, plaisantaient, partageaient les rares colis de la maison. Mendez lui apprit le poker. Santiago lui montra comment préparer les empanadas de sa grand-mère avec des ingrédients locaux, et Hayes l'intégra progressivement à la planification des missions, appréciant son sens de l'observation et son sens tactique. Elle prenait soin de ne jamais trop en dire, de ne jamais démontrer des connaissances qu'un médecin ne devrait pas posséder. Mais à mesure que le lien avec son équipe se renforçait, le poids de sa tromperie s'alourdissait. Ces hommes lui confiaient leur vie tout en ne connaissant qu'une partie de sa personnalité. La première fois qu'elle faillit rompre son vœu, ce fut lors d'une patrouille de routine dans un village voisin. L'équipe s'était séparée pour couvrir plus de terrain, Élodie et Santiago surveillant une femme enceinte, tandis que les autres sécurisaient le périmètre. Les coupes de feu survinrent sans prévenir, 2 éclats rapides qui abattirent instantanément l'interprète local. Santiago poussa Élodie au sol, tandis que les balles transperçaient le mur de briques crues derrière eux. 3 insurgés s'étaient infiltrés dans le village, utilisant la population civile comme couverture. Santiago ripostait, appelant des renforts, lorsqu'une balle le toucha à l'épaule, le projetant contre le mur. Son fusil s'écrasa au sol entre eux. La main d'Élodie se dirigea instinctivement vers elle, sa mémoire musculaire manquant de l'emporter sur son choix conscient. Dans cet instant figé, tandis que ses doigts planaient au-dessus de l'arme, elle vit la femme enceinte recroquevillée dans un coin, le regard terrifié rivé sur elle. Élodie retira sa main. Au lieu de cela, elle entraîna Santiago à couvert et arrêta son hémorragie pendant que le reste de l'équipe convergeait vers leur position, neutralisant la menace. Plus tard, Hayes avait loué son sang-froid sous le feu ennemi. La plupart des médecins auraient paniqué la première fois au combat, avait-il dit. Élodie avait hoché la tête, acceptant les compliments qu'elle ne méritait pas, tandis qu'une voix intérieure murmurait que son hésitation aurait pu lui coûter des vies. Cette nuit-là, seule dans ses quartiers, elle avait démonté et remonté un fusil imaginaire dans le noir, ses doigts parcourant les motifs familiers comme un rosaire, se demandant si son vœu relevait de la sagesse ou de la lâcheté. Les rapports de renseignement annonçaient depuis des semaines une intensification des mouvements d'insurgés dans leur région. Des images satellites granuleuses montraient une activité inhabituelle dans les cols, des informateurs locaux parlaient de nouveaux combattants traversant les villages la nuit, et les convois de ravitaillement signalaient des harcèlements plus fréquents. Hayes et son équipe avaient été chargés d'une mission de reconnaissance. Observer et signaler uniquement, sans engagement, sauf en cas d'absolue nécessité. Élodie n'était initialement pas censée les accompagner dans cette mission, mais un changement de dernière minute l'a obligée à les rejoindre, Santiago se remettant encore de sa blessure. Juste une tournée de livraison, Doc, lui avait assuré Cooper avec son sourire désinvolte, tandis qu'il s'équipait avant l'aube. On revient dîner. Le terrain montagneux était d'une beauté sauvage à couper le souffle. Des sommets vertigineux recouverts de neige, même en été, des vallées profondes creusées par d'anciens glaciers, une végétation clairsemée s'accrochant avec ténacité au sol rocailleux. Élodie éprouva une familiarité déconcertante en parcourant le paysage. Cela lui rappelait trop sa dernière mission avec le Gaijin. L'équipe avançait silencieusement, efficacement, communiquant principalement par signe de la main, à l'approche de leur point d'observation, surplombant une vallée qui, selon les renseignements, servait de voie de transit pour les armes et les combattants. Cooper installa son poste de sniper, tandis que les autres établissaient un périmètre, et Élodie vérifia ses fournitures médicales, tout en priant pour qu'elles ne soient pas nécessaires. À l'aide de jumelles, ils observèrent le fond de la vallée pendant des heures. Rien ne bougeait, à l'exception d'une chèvre de montagne ou d'un aigle planant de temps en temps. « Je n'aime pas ça »,
murmura Hayes en scrutant la crête opposée pour la troisième fois. Trop calme. Elodie le ressentit aussi, un picotement dans la nuque que les opérateurs expérimentés identifièrent à un instinct de danger. Elle se surprit à étudier le terrain avec plus d'attention qu'un médecin, identifiant des positions de tir potentielles, calculant inconsciemment angle et distance. Lorsque Cooper se déplaça, mal à l'aise à côté d'elle, elle réalisa qu'elle avait reproduit exactement sa technique de balayage et se força à détourner le regard pour se souvenir de son rôle. Peut-être que les services secrets se sont trompés, suggéra-t-elle, même si elle-même n'y croyait pas. L'après-midi avançant, Hayes décida de se réinstaller à un point d'observation secondaire plus bas dans la vallée. Ils avancèrent prudemment, restant sous la crête pour éviter de se détacher du ciel. Elodie remarqua que Cooper vérifiait ses munitions plus fréquemment que d'habitude, son attitude habituellement détendue, tendue et alerte. « Tu le sens aussi ?» murmura-t-elle tandis qu'il s'arrêtait derrière un groupe de rochers. Il hocha la tête presque imperceptiblement, comme si on nous observait. Ces mots la parcoururent d'un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air de la montagne. Ils poursuivirent leur mouvement prudent, mais la sensation d'être suivis par des yeux invisibles ne fit que s'intensifier. Ils étaient à mi-chemin de leur nouvelle position lorsque Hayes leva soudain le poing, signal de gel. Tous restèrent instantanément immobiles, armes prêtes, les yeux scrutant la zone. Pendant de longues secondes, rien ne se passa. Puis Mendez désigna silencieusement un étroit sentier en contrebas, où une silhouette évoluait rapidement à découvert. Puis une autre, et encore une autre. Des hommes armés se déplaçant avec une précision militaire, loin de la démarche désinvolte des bergers ou des villageois. Hayes fit signe à l'équipe de reculer lentement, de maintenir l'observation sans engager le combat. Mais alors qu'ils commençaient à reculer, le cliquetis métallique caractéristique d'une arme qu'on arme résonna derrière eux. Elodie se retourna et vit des ombres se déplacer parmi les rochers qu'ils venaient de traverser. Avec une lucidité écœurante, elle comprit la vérité. Ils n'étaient pas tombés sur une patrouille ennemie. Ils étaient tombés dans un piège soigneusement tendu. Le premier contact fut dévastateur. Des tirs coordonnés depuis plusieurs positions, leur laissant à peine quelques secondes pour se mettre à couvert dans le terrain rocailleux. Cooper tira immédiatement, la balle lui transperçant le flanc alors qu'il tentait de pointer son fusil. Elodie le traîna derrière un rocher, sa formation médicale prenant le dessus tandis qu'elle examinait la blessure. Grave, mais pas immédiatement mortelle si elle parvenait à arrêter l'hémorragie. L'équipe riposta par rafales disciplinées, mais elle était sous-armée et surpositionnée. Hayes était déjà à la radio, appelant à une extraction d'urgence, mais son visage lui révéla ce qu'elle soupçonnait déjà. Les secours tarderaient à arriver dans cet endroit isolé. « Reste avec moi, Cooper », ordonna Elodie d'une voix ferme malgré les balles qui frappaient la pierre à quelques centimètres de sa tête. Elle travailla méthodiquement, découpant son équipement pour exposer la blessure, appliquant des bandages compressifs, installant une perfusion de ses mains expertes qui ne tremblaient pas, même sous le fracas de la mort. Cooper leva les yeux vers elle, la douleur voilant son regard, mais toujours conscient. « J'aurais dû te donner ces leçons de tir, après tout, » parvint-il à dire entre ses dents. Un sourire brilla sur son visage tandis qu'elle lui administrait de la morphine. « Peut-être une autre fois, quand nous serons dans un endroit plus calme. » Le mensonge était facile. Ils savaient tous deux que leur situation était désespérée. La première heure de l'embuscade fut un tourbillon d'actions désespérées. Riposte, soins aux blessés, repositionnement face aux combattants ennemis qui tentaient de les encercler. Santiago reçut un éclat d'obus dans la jambe lorsqu'un RPG toucha à proximité, et Mendez fut touché alors qu'il fournissait un tir de couverture à 2 membres de l'équipe pour les aider à atteindre de meilleures positions. Pendant tout ce temps, Elodie se faufila entre les blessés, les mains fermes, la voix calme, leur prodiguant un réconfort qu'elle ne ressentait pas. Elle essaya de ne pas penser au fait qu'ils n'avaient plus que la moitié de leurs effectifs, que leurs munitions commençaient à s'épuiser dangereusement, ou que l'ennemi semblait se contenter de les attendre, bombardant leur position de tir juste assez pour les immobiliser. « Doc, où en est la situation? » demanda Hayes pendant une brève accalmie, le visage couvert de boue et de sueur, accroupi à côté d'elle. Elodie lui dit la vérité sans farde. Cooper dans un état critique, Santiago stable mais immobile, Mendez perdant du sang malgré tous ses efforts.
Hayes hocha la tête, assimilant l'information avec la détermination stoïque d'un commandant qui avait vu trop de situations difficiles. Le soutien aérien est encore à 3 heures de distance au minimum. La force de réaction rapide la plus proche est engagée ailleurs. Il n'eut pas besoin de préciser ce que cela signifiait. Ils étaient livrés à eux-mêmes et les blessés ne survivraient pas à une retraite à travers les montagnes. Leur seul espoir était de tenir la position et de prier pour les secours avant que leurs munitions ou leurs chances ne s'épuisent. Alors que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, Élodie termina de vérifier les constances de Cooper pour la 3e fois. Sa respiration était saccadée, son pouls s'affaiblissant malgré ses interventions. Sans installation médicale adéquate, il ne lui restait que quelques heures. Elle ferma brièvement les yeux, s'autorisant un instant de pur désespoir avant de refouler ses émotions. Lorsqu'elle les rouvrit, elle trouva Cooper qui l'observait, une étrange clarté dans le regard malgré son état. « Crête nord-est », murmura-t-il d'une voix à peine audible. « 600 mètres, leur commandant. » Élodie suivit son regard, comprenant immédiatement ce qu'il voyait. Une silhouette se déplaçant entre les positions, dirigeant le feu ennemi. La main de Cooper fit un faible geste vers son fusil. « Vous savez ce qu'il faut faire, Doc. J'ai vu. Comment vous regardez à travers ma lunette quand vous pensez que personne ne vous regarde? » Élodie sentit la glace lui inonder les veines, tandis que les mots de Cooper flottaient entre eux. Pendant des mois, elle avait maintenu sa façade prudente, mais il avait, d'une manière ou d'une autre, deviné. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » dit-elle machinalement. Mais son déni sonnait creux, même à ses propres oreilles. La main tachée de sang de Cooper serra faiblement son poignet, avec une force surprenante. « Arrêtez vos conneries, docteur. Je vous ai observé. La façon dont vous scrutez le terrain, calculez les distances sans réfléchir. Vous n'êtes pas un médecin ordinaire. » Sa respiration devenait plus difficile à chaque mot, mais son regard restait concentré, déterminé. « Ces gars sont mes frères. Si vous pouvez les aider, si vous avez des compétences que vous n'utilisez pas, c'est le moment. » L'instant s'étira entre eux, empli du crépitement des coupes de feu et des cris des hommes défendant leur position de plus en plus désespérés. Élodie sentit le poids de son passé peser sur elle, les souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir ressurgir avec une douloureuse clarté. « J'étais au GIGN », murmura-t-elle finalement, désignant l'unité d'élite française de lutte contre le terrorisme. Médecin sniper, 7 ans, 38 victimes confirmées. Cet aveu lui fit l'effet d'une plaie qu'elle croyait guérie. Cooper ne parut pas surpris, se contentant d'un léger hochement de tête. Pourquoi le cacher? Le regard d'Élodie se porta vers l'horizon, non pas sur les montagnes afghanes, mais sur les champs de neige syriens maculés de rouge. Ma dernière mission, un échec des services de renseignement. La libération d'otages a mal tourné. 19 civils sont morts à cause d'un tir que j'ai reçu. Hayes s'était rapproché pendant leur conversation, suffisamment prêt pour entendre sa confession. Son expression passa de la confusion à la compréhension, puis prit le regard calculateur d'un commandant réévaluant les ressources disponibles. « Vous êtes sûr? Vous pouvez encore le faire? » La question n'était pas accusatrice, mais pragmatique. Il avait besoin de savoir si elle possédait vraiment les compétences dont ils avaient désespérément besoin. Élodie soutint son regard avec assurance. « Cela fait 18 mois que je n'ai pas tiré au fusil de précision. Mais oui, j'en suis capable. » Cet aveu était à la fois une trahison et un soulagement, un fardeau secret enfin partagé. Hayes ne perdit pas de temps en récriminations sur son passé caché. La survie primait désormais sur tout le reste. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-il simplement. L'esprit d'Élodie calculait déjà distance, vent, munitions disponibles, le fusil de Cooper, sa lunette d'observation et quelqu'un pour me couvrir pendant que je me déplace vers une meilleure position. Elle désigna un affleurement rocheux à 30 mètres qui lui donnerait l'angle nécessaire sur le commandant ennemi identifié par Cooper. Hayes hocha la tête, faisant déjà signe aux autres membres valides de l'équipe. « Vous avez 3 minutes de tir de couverture. Faites en sorte que ça compte. » Alors qu'elle s'apprêtait à bouger, Cooper la rattrapa une dernière fois par la manche. « Doc, Élodie, quoi qu'il se soit passé avant, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez nous sauver. » La simple absolution dans ces mots menaça de la briser. Mais elle se força à la retenir, hochant la tête une fois, avant de rassembler le fusil et l'équipement.
La course vers sa nouvelle position fut essuyée par un feu nourri malgré les efforts de l'équipe pour la couvrir. Une balle lui effleura le bras, une autre fracassa une pierre à quelques centimètres de son visage. Mais Élodie se déplaçait avec la grâce fluide de quelqu'un qui retrouve son élément. Alors qu'elle s'installait derrière l'affleurement, ajustant le fusil d'une main experte, elle ressentit un terrible sentiment de retour aux sources. Sa respiration ralentit automatiquement, son rythme cardiaque se stabilisa et le monde se rétrécit à ce qu'elle pouvait voir à travers la lunette. Le commandant ennemi était désormais visible, dirigeant ses forces depuis ce qu'il pensait être une distance sûre. Élodie procéda à des ajustements minutieux en fonction de l'altitude, du vent et de la courbure de la Terre, des calculs que son corps se souvenait même si son esprit avait tenté d'oublier. Alors que son doigt se posait sur la détente, elle murmura une prière silencieuse, non pas pour la précision, qu'elle savait posséder, mais pour le pardon des fantômes qui l'avaient autrefois détournée de ce chemin. À travers la lunette, le monde se simplifiait. Il n'y avait que la cible, le souffle, le battement de cœur et l'espace entre eux. Élodie sentit le calme familier l'envahir, un état au-delà de la peur et du doute, où seule la précision existait. Le commandant ennemi évoluait avec assurance parmi ses hommes, pointant du doigt la position des SEALs, planifiant visiblement leur offensive finale. Il se croyait hors de portée des fusils militaires classiques, et il aurait eu raison, sans le système de sniper spécialisé de Cooper et la femme qui le maniait maintenant. Élodie inspira lentement, retint son souffle, puis expira à moitié et s'immobilisa complètement. Son doigt pressa la détente d'une pression progressive et régulière jusqu'à ce que le fusil s'abatte sur son épaule. La demi-seconde entre le tir et l'impact s'étira indéfiniment. Puis le commandant s'effondra, le trou net dans son front visible même à cette distance à travers la lunette. Pendant un instant, ces hommes restèrent immobiles, stupéfaits, leur assaut assurait soudainement son chef. Élodie ne laissa pas passer l'occasion, actionnant immédiatement la culasse et capturant sa prochaine cible. L'opérateur radio à côté du commandant abattu. Un nouveau souffle, une nouvelle pression, un autre de corps tombant. Les forces ennemies se dispersèrent pour se mettre à couvert, la confusion remplaçant leur attaque coordonnée. Lorsqu'ils comprirent ce qui se passait, Élodie avait abattu 5 combattants clés, dont ce qui semblait être le commandant en second qui avait tenté de les rallier. « Putain, Doc !» la voix de Hayes grésilla dans son oreillette, l'admiration évidente malgré son ton professionnel. « Continuez. On se repositionne pendant que vous les neutralisez. » Élodie acquiesça d'un bref clic, sans quitter des yeux la lunette, éliminant méthodiquement quiconque tentait d'organiser les attaquants restants. Son univers s'était réduit à cette tâche essentielle. Protéger son équipe, éliminer les menaces, semer le chaos dans les rangs ennemis. L'entraînement ancré dans ses muscles et ses réflexes par des milliers d'heures de pratique lui revint pleinement, comme si elle ne s'en était jamais séparée. Le cours de la bataille changea sensiblement lorsque les SEALs profitèrent du désarroi ennemi. Élodie continua d'assurer la surveillance, communiquant les positions et les mouvements ennemis avec le langage concis et précis d'un tireur d'élite professionnel. Lorsqu'un groupe de combattants tenta de contourner la position de l'équipe par l'Est, elle en élimina 3 coups sur coup, forçant les autres à battre en retraite. Les SEALs restants, malgré leurs effectifs réduits, commençant à reprendre le contrôle du champ de bataille, se déplaçant des positions défensives vers des points stratégiques qui leur permirent de canaliser et de contenir efficacement les forces ennemies de plus en plus désorganisées. Alors que le soleil baissait, teintant les montagnes d'une lumière rouge sang, Élodie leva enfin les yeux de la lunette, l'épaule douloureuse à cause du recul du fusil, les doigts raides d'avoir maintenu sa position si longtemps. La menace immédiate avait été neutralisée. Les assaillants restants s'étaient repliés pour réévaluer la situation après avoir perdu près de la moitié de leurs effectifs sous ces tirs de précision. Elle retourna à la position de l'équipe et trouva Hayes en train d'organiser leur périmètre défensif pour la nuit, se préparant à une éventuelle nouvelle attaque. Son regard croisa le sien à son approche, un respect nouveau se lisant dans son regard. « Vous venez de nous sauver la vie », dit-il simplement. Élodie hocha la tête, incapable d'exprimer les émotions contradictoires qui la submergeaient, le soulagement de leur survie, la satisfaction de sa performance et la familiarité écœurante de prendre à nouveau une vie humaine après avoir juré qu'elle ne le ferait jamais. L'obscurité recouvrait les montagnes tel un linceul,
apportant à la fois protection et nouveaux dangers. L'équipe avait profité du répit offert par les tirs d'Élodie pour consolider sa position et gagner des hauteurs offrant une meilleure couverture défensive et une meilleure visibilité. Les blessés avaient été stabilisés du mieux possible compte tenu des circonstances, mais l'état de Cooper se détériorait malgré tous les efforts d'Élodie. Sa peau était devenue blême, sa respiration devenait plus difficile tandis que l'hémorragie interne continuait. Elle s'assit à ses côtés pendant une pause, après avoir scruté le périmètre, vérifiant ses constantes pour la 12e fois. « Tu nous cachais quelque chose, Doc, » murmura-t-il, un fantôme de son sourire habituel éclairant brièvement son visage. « Rappelle-moi de ne jamais jouer au poker avec toi. »« Économisez vos forces, » l'exhorta-t-elle doucement en ajustant sa perfusion. Cooper secoua légèrement la tête. « Nous savons tous les deux que je ne survivrai pas jusqu'au matin, sans évacuation médicale. » Une honnêteté brutale planait entre eux. Élodie aurait voulu nier, lui offrir de faux espoirs, mais sa formation ne lui permettait pas ce mensonge. Au lieu de cela, elle lui prit la main d'une voix douce mais ferme. « Alors, on vous emmène jusqu'au matin, heure par heure. » Autour d'eux, les SEAL, valides restants, maintenaient leur vigilance, armes prêtes, les yeux scrutant l'obscurité à l'affût du moindre mouvement. Hayes avait établi une rotation, veillant à ce que chacun bénéficie d'un repos minimal tout en maintenant la sécurité. La radio crépitait par intermittence, donnant des nouvelles du commandement. L'extraction était encore dans plusieurs heures, retardée par les conditions météorologiques et la nécessité de rassembler les forces nécessaires pour une zone d'extraction chaude. Vers minuit, l'ennemi tenta sa deuxième tentative. Cette fois, ils avancèrent silencieusement, profitant de l'obscurité pour se rapprocher avant d'ouvrir le feu depuis plusieurs positions. Les SEALs répondirent par des rafales disciplinées, préservant leurs munitions qui s'amenuisaient. Élodie alternait entre les soins aux blessés et le retour à son poste de sniper, utilisant sa lunette de vision nocturne pour identifier et éliminer les menaces. Les combats furent sporadiques mais intenses, aucun camp ne parvenant à prendre l'avantage. Durant une accalmie, Santiago rampa jusqu'à sa position malgré sa jambe blessée. « Il essaie de nous épuiser jusqu'à l'aube », observa-t-il d'un air sombre. « Il teste notre périmètre, cherche des faiblesses. » « Ils n'en trouveront pas », répondit Élodie avec une assurance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Leur situation restait précaire, munitions limitées, 3 blessés, pas de renfort avant le matin au plus tôt. Santiago observa son visage dans la faible lumière des étoiles. « Tu sais, quand tu as rejoint l'équipe, Hayes nous a tous demandé de te retrouver. Les dossiers militaires français ne te mentionnaient que comme médecin de combat, rien sur le fait d'être un tireur d'élite de classe mondiale. » Ce n'était pas vraiment une question, mais le sous-entendu était clair. Élodie soupira, ajustant sa position pour garder son fusil pointé sur une trajectoire d'approche probable. Mon dossier de tireur d'élite a été classé secret défense après la Syrie. Des documents officiels ont été falsifiés, c'était politique. La simplification d'un chapitre complexe et douloureux de sa vie était tout ce qu'elle pouvait faire maintenant. Santiago sembla accepter, hochant lentement la tête. « Eh bien, confidentiel ou non, je suis vraiment content que tu sois de notre côté ce soir. » La sincérité de sa voix toucha Élodie, l'acceptation sans jugement, la gratitude sans question. Tandis qu'il reprenait sa position, elle reporta son attention sur l'obscurité environnante, scrutant méthodiquement les menaces. Les longues heures de la nuit s'étirèrent interminablement, rythmées par de brefs et intenses échanges de coups de feu, suivis d'un silence tendu. Pendant tout ce temps, Élodie oscillait entre ses rôles de médecin et de protectrice, soignant les blessures puis ôtant des vies, cette contradiction la déchirant tout en reconnaissant sa nécessité. À l'heure la plus sombre précédant l'aube, alors que la respiration de Cooper devenait si faible qu'il craignait que chaque expiration soit la dernière, Élodie se surprit à murmurer une promesse. « Tiens bon, le matin arrive, et s'ils reviennent te chercher, ils devront d'abord me tuer. » Les premières lueurs du jour révélèrent la véritable précarité de leur position. L'ennemi avait profité de la nuit pour les encercler davantage, établissant des positions de tir de tous côtés de leur bastion rocheux. Élodie comptait au moins 15 chasseurs visibles de son point d'observation, et probablement davantage dissimulés. Hayes la rejoignit, le visage sombre, évaluant la situation.
Le commandement dit que l'extraction est prévue pour 90 minutes. 2 Apaches d'abord, puis des Black Hawks. Il n'avait pas besoin de répéter l'évidence. Tenir 90 minutes de plus dans les circonstances actuelles serait au mieux difficile, au pire impossible. Surtout avec Cooper en perte de vitesse et leurs munitions à un niveau critique. Nous devons réduire leurs effectifs avant qu'ils ne coordonnent une nouvelle offensive, dit Elodie, calculant déjà les angles et les priorités à travers sa lunette. Hayes acquiesça d'un hochement de tête. Tirez bien, il ne nous reste plus que nos chargeurs. Une réalité tacite les empêchait d'avoir assez de munitions pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Elodie s'installa derrière son fusil, contrôlant sa respiration malgré l'épuisement de la longue nuit. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la vallée, apportant à la fois de l'éclairage et de nouveaux défis, l'éblouissement et la distorsion thermique affectant son champ de vision. Malgré cela, elle commença méthodiquement à éliminer les positions ennemies les plus menaçantes, donnant la priorité à ceux qui semblaient donner des ordres ou utiliser des équipements de communication. Après avoir éliminé 6 cibles, l'ennemi changea de tactique, se mettant à couvert et tentant d'avancer par sauts périlleux entre les positions. C'était une manœuvre professionnelle qui inquiétait profondément Elodie. Il ne s'agissait pas d'insurgés classiques, mais de combattants entraînés aux tactiques sophistiquées. Hayes, lança-t-elle doucement, ces hommes se déplacent comme des forces spéciales. Il rampa jusqu'à sa position, observant à la jumelle tandis qu'elle lui indiquait leur mouvement. Son expression se durcit. Des conseillers étrangers. Nous avons eu des renseignements sur des entrepreneurs russes ou chinois qui entraînaient des groupes locaux, mais rien de confirmé jusqu'à présent. L'implication était claire. Ils affrontaient un ennemi potentiellement doté d'un entraînement et de capacités similaires aux leurs, ce qui réduisait encore leurs chances de survie. L'heure suivante vit la pression s'intensifier, l'ennemi resserrant progressivement son cordon, sondant les faiblesses tout en restant le plus souvent hors de vue d'Elodie. L'équipe fut contrainte de se repositionner à 2 reprises, les positions devenant intenables, chaque mouvement les exposant à de dangereux moments de vulnérabilité. Lors du second repositionnement, Mendez reçut une autre balle, cette fois à la jambe. Elodie le traîna à couvert, appliquant un second garrot tandis que les balles soulevaient la poussière à quelques centimètres. « J'en ai marre! Que tu me soignes, Doc! » haleta-t-il entre ses dents. Elle parvint à esquisser un sourire crispé. « Alors, peut-être qu'on arrêterait de se faire tirer dessus, d'accord? » L'humour noir était réflexif, un mince bouclier contre la réalité grandissante qu'ils pourraient tous ne pas survivre assez longtemps pour être secourus. Alors que l'heure d'extraction promise approchait, Hayes les rassembla pour une dernière évaluation. Le commandement confirme que les Apaches sont à 20 minutes. Mais nous avons un problème. Les positions ennemies actuelles exposeront la zone d'extraction à des tirs directs. Nous devons créer un couloir pour les Black Hawks. Son regard croisa les leurs, s'attardant sur Cooper, à peine conscient, et sur les autres blessés. Cela signifie que quelqu'un doit se rendre sur la crête est et assurer un tir de couverture pendant que nous préparons les blessés à une évacuation immédiate. Tout le monde savait ce qu'il demandait, une mission quasi-suicide pour détourner les tirs de la zone d'atterrissage. Avant que quiconque puisse se porter volontaire, Elodie prit la parole, d'une voix basse mais ferme. « J'y vais. J'ai toutes les chances d'atteindre la position sans être détecté et de la tenir assez longtemps. » Hayes l'observa longuement, puis hocha la tête. Tandis qu'elle rassemblait son équipement, vérifiant Cooper une dernière fois, il murmura à sa seule voix, « On n'est pas en série. Cette fois, rentre chez toi aussi. » Se déplacer vers la crête impliquait de traverser près de 100 mètres de terrain découvert avant d'atteindre la position qui permettrait à Elodie de couvrir l'extraction par un tir de couverture. Elle se déshabillait avec l'essentiel, fusil, armes de poing, fourniture médicale minimale et munitions supplémentaires récupérées auprès de l'équipe. Hayes expliqua le plan aux autres. À son signal, il fournirait un tir de suppression maximale pour couvrir son mouvement, puis préparerait les blessés à une évacuation immédiate pendant qu'elle établirait sa position et commencerait à éliminer les menaces pesant sur la zone d'atterrissage. Le non-dit du plan planait lourd de conséquences. Ses chances de survivre suffisamment longtemps pour se rendre elle-même à l'extraction étaient, au mieux, minimes. « 30 secondes, dit Hayes en consultant sa montre. Elodie hocha la tête, procédant à une dernière vérification de son équipement.
Santiago s'approcha en boitant malgré sa jambe blessée, fourrant d'autres chargeurs dans ses mains. « Je ne vous ai jamais vraiment remercié de m'avoir sauvé la vie dans ce village, » dit-il d'un ton bourru. « Alors, ne faites pas de ce voyage un aller simple, d'accord? » Mendez, appuyé contre un rocher avec ses multiples blessures, parvint à un faible salut. Montrez-leur de quoi le médecin de la SEAL Team 7 est capable. Leur foi simple en ses capacités, leur acceptation de sa double nature de guérisseuse et de tueuse menaçaient de briser son sang-froid professionnel. Elle hocha la tête une fois, incapable de se fier à sa voix, puis reprit sa position de départ. Tir de couverture dans 3, 2, 1. L'ordre de Hayes fut couvert par le feu concentré des membres valides restants de l'équipe. Élodie jaillit de sa couverture, courant en zigzag vers son objectif. Les balles ennemies soulevèrent de la terre autour de ses pieds, sifflèrent à ses oreilles, mais le tir de suppression des SEAL parvint à maintenir les assaillants juste assez baissés. Elle plongea derrière un rocher, roula sur elle-même et continua sans ralentir. À mi-chemin de sa position, une balle lui effleura la cuisse, la douleur brûlante se faisant à peine sentir malgré son adrénaline. Aux 3/4 du chemin, un RPG frappa à proximité, la commotion la projetant au sol, la vision se voilant momentanément. Tant bien que mal, elle réussit à maintenir son fusil, se traînant sur la dernière distance jusqu'au promontoire rocheux qui lui servirait de nid de sniper. Son pantalon était trempé de sang et ses oreilles bourdonnaient à cause de l'explosion, mais ses mains demeurèrent fermes tandis qu'elle prenait position, identifiant et éliminant immédiatement le tireur de RPG qui avait failli la tuer. À travers sa lunette, et elle pouvait voir l'équipe préparer les blessés pour le déplacement, Hayes coordonnant tout en scrutant constamment le ciel à la recherche d'hélicoptères en approche. Elle alluma sa radio. « Sidewinder, ici Doc. Je suis en position. Voie d'approche est dégagée. » Sa voix ne trahissait ni la douleur ni la peur qui la parcourait. Pendant les 15 minutes qui suivirent, Élodie devint la mort incarnée. Chaque combattant qui s'approchait de la zone d'extraction subissait le même sort. Un tir unique et précis qui ne lui laissait aucune chance de survie. Lorsque les forces ennemies comprirent la nouvelle menace et concentrèrent leurs tirs sur sa position, elle changea simplement de position, utilisant le terrain rocailleux comme couverture maximale tout en maintenant sa surveillance mortelle. Le bruit caractéristique des rotors d'hélicoptères parvint enfin à ses oreilles, s'intensifiant à l'arrivée des Apaches, leur système d'armes engageant les positions ennemies restantes avec un effet dévastateur. Quelques minutes plus tard, les silhouettes plus imposantes des hélicoptères d'évacuation médicale Black Hawk apparurent, décrivant un cercle avant d'entamer leur approche vers la zone d'atterrissage désignée par Hayes. À travers sa lunette, Élodie observait son équipe se déplacer rapidement, chargeant d'abord Cooper, puis l'autre blessé. Hayes se tenait au bord de la zone d'atterrissage, dirigeant les opérations tout en scrutant la crête où elle était positionnée. Elle le voyait parler d'une voix pressante dans sa radio, lui demandant probablement de se replier pour l'extraction. Mais Élodie avait déjà mesuré la dure réalité. Les chasseurs ennemis se repositionnaient, se préparant à une ultime offensive vers les hélicoptères vulnérables. Si elle abandonnait sa surveillance maintenant, l'extraction elle-même risquait d'échouer. Son doigt pressait la détente encore et encore, chaque tir atteignant sa cible, gagnant de précieuses secondes pour l'évacuation. Alors que les Black Hawks décollaient avec son équipe à bord, Élodie s'accorda un instant de pur soulagement. Puis elle se tourna vers les chasseurs ennemis qui approchaient, déterminés à faire de cette dernière résistance un succès. La radio sur le gilet d'Élodie crépitait, la voix de Hayes grésillant, à peine audible par-dessus le bruit des coups de feu. « Doc, rapport de situation. Extraction terminée. Rendez-vous à la zone d'atterrissage secondaire immédiatement. » Elle ne répondit pas immédiatement, trop concentrée sur l'élimination des 3 chasseurs qui avaient percé leur couverture, essayant d'avoir un angle sur les hélicoptères qui partaient. Ce n'est qu'après avoir confirmé que la menace immédiate était neutralisée qu'elle actionna son micro. « Négatif, commandant. Trop d'opposition entre ma position et la zone d'atterrissage secondaire. Concentrez-vous sur l'évacuation de nos blessés. » Elle parla calmement, ayant déjà accepté la probabilité de ne pas les rejoindre. Le juron qui lui parvint dans l'oreillette était à la fois coloré et sincère. « Ce n'est pas notre façon de faire, Doc. Personne n'est laissé pour compte. »
La voix de Hayes avait pris ce ton implacable que son équipe identifiait comme une détermination absolue. Apache 2 ouvre la voie vers votre position. À mon signal, avancez vers l'ouest le long de la crête. Nous revenons vous chercher. Comme pour appuyer ses paroles, l'un des hélicoptères d'attaque pivota, son canon de 30 mm ouvrant le feu sur les positions ennemies entre Élodie et la route d'extraction prévue. La puissance de feu dévastatrice réduisit momentanément l'opposition au silence, créant une étroite fenêtre d'opportunité. Élodie n'hésita que brièvement. Son instinct lui disait de rester pour assurer le départ sain et sauf de l'équipe, mais elle comprit la vérité dans les paroles de Hayes. Ils ne partiraient jamais sans tenter de la récupérer, au risque de mettre en danger les blessés qui avaient besoin de soins médicaux immédiats. Bien reçu. On bouge à votre signal. Elle rassembla son équipement restant, grimaçant tandis que le mouvement aggravait sa blessure à la jambe. Le sang avait imprégné le bandage qu'elle avait appliqué à la hâte, mais la blessure devrait attendre. La radio grésilla de nouveau. « Bouge maintenant, Doug! 20 secondes! » Élodie quitta sa position d'un bond et courut en courant, accroupie, le long de la crête, comme indiqué. Derrière elle, les tirs ennemis reprirent, les balles ébréchant la pierre autour de ses pieds. L'Apache assurait d'un tir de couverture continu, maîtrisant le plus gros de l'opposition, mais plusieurs obus s'approchèrent dangereusement tandis qu'elle poussait son corps épuisé vers l'avant. Le Black Hawk apparut soudain, planant précairement au bord de la crête au lieu d'atterrir complètement. Le terrain ne le permettait pas. Un chef d'équipe se pencha, attaché par un harnais, tendant la main vers elle. Élodie donna l'ultime élan, se précipitant vers lui tandis que les balles frappaient le blindage de l'hélicoptère avec des cliquetis métalliques. Leurs mains se joignirent, sa poigne de fer la hissa à bord, tandis que le pilote prenait de l'altitude, s'éloignant des tirs. Elle s'effondra sur le plancher de l'hélicoptère, essoufflée, réalisant seulement maintenant qu'elle avait survécu contre toute attente. Le chef d'équipe lui sourit en verrouillant la porte. « Doug, le capitaine m'a dit de vous informer que votre démission de tireur d'élite a été officiellement rejetée. » Dans l'hélicoptère d'évacuation médicale qui les précédait, les blessés de l'équipe recevaient des soins d'urgence. Cooper avait été placé sous assistance respiratoire, son état critique mais stabilisé pour le moment. Santiago et Mendez étaient conscients, leurs blessures douloureuses, mais leur pronostic vital n'était plus engagé avec des soins médicaux appropriés. Hayes se tenait à leur côté, sa radio collée à l'oreille, tandis qu'il recevait la confirmation de l'extraction réussie d'Élodie. Le soulagement qui se lisait sur son visage était visible même de loin, tandis que les deux hélicoptères volaient en formation vers la base opérationnelle avancée, où les équipes chirurgicales attendaient. Lorsqu'Élodie laissa enfin le médecin monter à bord de son hélicoptère pour soigner sa blessure à la jambe, elle ressentit un étrange sentiment d'accomplissement, comme si des fragments d'elle-même, séparés, se réunissaient enfin, le guérisseur et le guerrier n'étant plus en guerre dans son cœur. L'hôpital militaire de la base aérienne de Bagram était plongé dans un chaos organisé, les SEAL blessés étant transportés d'urgence en salle d'opération. Élodie, la jambe fraîchement bandée après les soins, boitait à côté du brancard de Cooper jusqu'à ce que le personnel médical la dirige fermement vers une salle d'attente. Hayes la rejoignit, l'air sombre mais déterminé, tandis qu'il s'installait pour la longue attente. « Cooper est entre de bonnes mains maintenant, dit-il, sans savoir s'il devait la rassurer ou se rassurer lui-même. Élodie hocha la tête, sa formation médicale lui indiquant précisément à quel point l'état de leur sniper restait précaire malgré les interventions d'urgence pendant le transport. Les prochaines heures détermineraient sa survie. « Tu devrais te reposer », suggéra Hayes après près d'une heure de silence. « Tu as vécu l'enfer. » Élodie secoua la tête, les yeux rivés sur les portes menant au bloc opératoire. « Je me reposerai quand je saurai qu'ils sont tous stables. » Hayes l'observa longuement, puis posa la question qui le taraudait visiblement. « Pourquoi l'as-tu caché? Ton passé, tes compétences, on aurait pu les utiliser dès le début. » Ce n'était pas accusateur, juste la curiosité sincère d'un commandant cherchant à comprendre un membre de son équipe. Élodie soupira, la fatigue rendant plus difficile le maintien des murs qu'elle avait érigés autour de son passé. Après la Syrie, je ne pouvais plus prendre un fusil sans voir leur visage, les otages morts à cause des failles et des services de renseignement et de ma balle. Elle parla doucement, les mots venant difficilement. Je me suis dit qu'en me concentrant uniquement sur le sauvetage de vie,
Je pourrais peut-être rééquilibrer la balance, devenir quelqu'un de nouveau. Hayes écouta sans interruption, son visage buriné trahissant la compréhension plutôt que le jugement. « Ça a marché ?» demanda-t-il finalement. Élodie esquissa un petit sourire triste. Jusqu'à hier, je pensais que c'était peut-être le cas. Maintenant, sa voix s'éteignit, incapable d'exprimer les émotions complexes qui la traversaient. Le soulagement d'avoir sauvé son équipe, la culpabilité d'avoir rompu sa promesse, l'incertitude quant à son avenir. Les portes s'ouvrirent si brusquement et un chirurgien en sortit, toujours en blouse maculée de sang. Élodie et Hayes se levèrent aussitôt, l'attention irradiant d'eux-mêmes, attendant des nouvelles. Santiago et Mendez sont stables, tous deux devraient se rétablir complètement avec le temps et la kinésithérapie, commença le médecin, un soulagement visible se lisant sur leur visage. Cooper, il hésita et Élodie sentit son cœur se serrer. Nous avons réparé les lésions internes, mais il a perdu une quantité considérable de sang. Les prochaines 24 heures sont cruciales. S'il survit cette nuit, ses chances s'améliorent considérablement. Ce n'était pas la pire nouvelle possible, mais ce n'était pas non plus le réconfort qu'ils espéraient. Le chirurgien les laissa avec la permission de visiter brièvement la salle de réveil une fois les patients installés. Dans la salle de réveil faiblement éclairée, Élodie allait de lit en lit, vérifiant les moniteurs et les perfusions avec l'œil exercé d'une professionnelle de la santé, s'assurant que tout était mis en œuvre. Arrivée au lit de Cooper, elle marqua une pause, observant la pâleur de sa peau, les nombreux tubes et moniteurs qui le maintenaient en vie. Hayes se tenait au pied du lit, sa présence autoritaire habituelle atténuée par l'épuisement et l'inquiétude. « Il a identifié le commandant ennemi pour moi, » dit doucement Élodie. « Il connaissait mon passé. Il l'a découvert tout seul. » Hayes hocha la tête sans surprise. Cooper remarque des choses que les autres ne voient pas. C'est ce qui fait de lui un tireur d'élite exceptionnel. Le parallèle entre le blessé et Élodie elle-même restait muet entre eux. Alors qu'il s'apprêtait à partir, laissant le personnel médical poursuivre son travail, Hayes posa brièvement la main sur l'épaule d'Élodie. « Quelle que soit votre décision concernant votre avenir, que vous souhaitiez rester simplement notre médecin ou suivre les deux aspects de votre formation, vous avez mérité votre place dans cette équipe. Nous sommes meilleurs avec vous que sans vous. » Cette simple acceptation, cette reconnaissance de sa valeur, quel que soit son choix, fit monter des larmes inattendues aux yeux d'Élodie. Elle les essuya rapidement, hochant la tête pour la remercier, incapable d'exprimer l'émotion qui menaçait de submerger son sang-froid professionnel. En quittant la salle de réveil, elle se surprit à murmurer une promesse à Cooper, inconscient. « Vous avez reconnu qui je suis vraiment, alors que je n'y parvenais pas moi-même. Maintenant, il faut que vous vous réveilliez pour que je puisse vous remercier comme il se doit. » 3 jours plus tard, Cooper était toujours dans un état critique, mais montrait des signes d'amélioration. Son corps luttait contre le danger avec la même détermination obstinée qui le caractérisait sur le terrain. Élodie venait à peine de quitter l'hôpital, profitant de quelques instants de sommeil sur des chaises inconfortables et assurant une surveillance officieuse aux côtés des membres de l'équipe en rotation. Lorsqu'elle fut convoquée au commandement pour un compte-rendu officiel, elle s'en éloigna à contre-cœur, prit une douche et enfila un uniforme propre avant de rejoindre le quartier général. La blessure à la jambe la tiraillait douloureusement tandis qu'elle marchait, rappelant physiquement qu'elle avait failli ne jamais revenir. La salle de débriefing était austère, une simple table, des chaises, du matériel d'enregistrement et plusieurs officiers supérieurs, dont le capitaine Andrews qui l'avait recruté initialement. Leur visage était neutre et professionnel lorsqu'elle entra et prit place, mais elle sentait le poids de l'évaluation dans leur regard. « Spécialiste Rousseau, » commença l'officier supérieur du renseignement, « nous avons besoin de votre récit complet des événements de la vallée du Nuristan en accordant une attention particulière aux forces ennemies que vous avez rencontrées. » S'ensuivirent des heures d'interrogatoires détaillés. Position, tactique, équipement, langage, tout ce qui pouvait permettre d'identifier précisément l'auteur de l'embuscade qui a failli coûter la vie à une équipe des SEAL. Tout au long du débriefing, Élodie conserva son professionnalisme, répondant avec précision et clarté, malgré le poids émotionnel de revivre ces heures éprouvantes. Ce n'est que lorsque les questions portèrent directement sur ses compétences jusque-là inconnues qu'elle sentit son sang-froid vaciller.
Spécialiste, votre dossier personnel indique une formation de base au maniement des armes, comparable à celle d'un médecin de combat. Pourtant, des témoignages font état d'un tir de sniper de haut niveau. Pourriez-vous expliquer cette différence? La question, pourtant attendue, fit l'effet d'un choc. Élodie se redressa sur sa chaise, soutenant leur regard. Mon dossier de service au GIGN a été classé secret défense suite à une opération en Syrie. Le capitaine Andrews a été informé de mon parcours lorsqu'il m'a recruté. Tous les regards se tournèrent vers Andrews, qui acquiesça d'un hochement de tête. L'histoire complète de la spécialiste Rousseau était considérée comme indispensable. Son rôle principal au sein de l'équipe était censé être un soutien médical. Il marqua une pause, puis ajouta avec un léger sourire « J'avoue que j'ai toujours espéré que ces autres compétences pourraient s'avérer utiles dans des circonstances extrêmes. » L'officier de renseignement fronça légèrement les sourcils. Et pourtant, cette information n'a pas été communiquée au commandant de l'équipe. Intervint Élodie avant qu'Andrews ne puisse répondre. C'était ma demande, monsieur. Pour des raisons personnelles, j'ai préféré me concentrer exclusivement sur mon rôle médical. Elle n'en dit pas plus, mais son expression indiquait clairement qu'elle considérait l'affaire comme privée. Après quelques questions supplémentaires, l'ambiance dans la salle changea subtilement. L'officier responsable ferma son dossier et se pencha en avant. Spécialiste Rousseau, les analyses préliminaires suggèrent que vos actions ont directement sauvé la vie des 6 membres de l'équipe. Sans votre intervention, l'extraction aurait été impossible. Il marqua une pause, l'observant avec un respect nouveau. La question est maintenant, que faire maintenant? Vos doubles qualifications vous confèrent une valeur unique, mais seulement si vous êtes prête à les reconnaître et à les utiliser officiellement. La question restait en suspens, pas seulement une question d'affectation militaire, mais un choix fondamental concernant son identité et son avenir. Élodie resta silencieuse un long moment, pesant le pour et le contre depuis ce jour fatidique en Syrie où elle avait juré de ne plus jamais tuer à travers une lunette de tir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement, et je dois être là quand Cooper se réveillera. » Les officiers échangèrent un regard, puis l'officier supérieur acquiesça. « Prenez 48 heures, mais spécialistes, les hommes et les femmes qui servent à vos côtés méritent de savoir exactement qui les protège. » En quittant la salle de débriefing, Élodie ressentit à la fois le poids de la décision et, contre toute attente, un sentiment de libération. Pendant si longtemps, elle avait tenté de se diviser, de n'être que la moitié de ce qu'elle était vraiment. Le temps était peut-être venu d'accepter la totalité. Le bip régulier des moniteurs médicaux était devenu un fond sonore constant dans les pensées d'Élodie, qui veillait au chevet de Cooper. Son état s'était stabilisé, les médecins affichant un optimisme prudent, mais il restait inconscient, son corps concentré sur la guérison du traumatisme massif subi. Élodie partageait son temps entre la vérification de ses constantes avec la précision d'un médecin et la simple présence assise à ses côtés, discutant parfois à voix basse de tout et de rien. La météo à Bagram, les plaintes de Santiago concernant la nourriture à l'hôpital, les visites quotidiennes de Hayes entre les réunions avec le commandement. Que Cooper l'entende ou non, ces conversations à sens unique l'aidaient à organiser ses pensées chaotiques sur les décisions futures qui l'attendaient. « Les agents des renseignements ont posé des questions sur vous, » lui dit-elle lors d'un de ses monologues. « Ils voulaient savoir comment vous avez pu me considérer comme une sniper alors que tout le monde ne m'acceptait que comme une infirmière. » Elle ajusta distraitement sa perfusion, ses habitudes professionnelles toujours présentes à la surface. « Je ne pouvais pas leur dire, car je ne le sais pas moi-même. Qu'est-ce qui m'a trahi? » La question flottait dans l'air immobile de la chambre d'hôpital, sans réponse, si ce n'est le bip rythmique des machines. Élodie soupira en se calant dans son fauteuil. « Peut-être avez-vous vu quelque chose en moi que j'essayais de cacher à moi-même, que les compétences que j'ai enfouies après la Syrie n'ont pas fondamentalement changé qui je suis. » Un léger changement dans le rythme du moniteur attira immédiatement son attention. Elle se pencha en avant, scrutant les affichages, puis le visage de Cooper. Ses paupières vacillèrent, le premier mouvement qu'elle voyait depuis l'opération. Le cœur battant, Élodie appuya sur le bouton d'appel du personnel médical, puis prit la main de Cooper dans la sienne. « Cooper, tu m'entends? Si tu m'entends, essaye de me serrer la main. » Pendant plusieurs secondes d'agonie, rien ne se produisit. Puis, si faiblement qu'elle aurait pu l'imaginer,
Elle sentit une légère pression sur ses doigts. Les larmes lui montèrent aux yeux sans qu'elle le veuille, tandis que le personnel médical accourut, alerté par les changements dans ses constantes. Les heures suivantes s'écoulèrent dans un flou d'optimisme médical prudent, tandis que Cooper montrait progressivement des signes de sortie de l'inconscience. Le soir, ses yeux s'ouvrirent brièvement, confus mais sensibles à la lumière. À minuit, il reconnut le visage d'Élodie et parvint à hocher faiblement la tête avant de se rendormir. Un sommeil naturel cette fois, et non la dangereuse inconscience liée au traumatisme. Hayes arriva à l'aube, informé de l'amélioration de l'état de Cooper, son expression habituellement stoïque s'adoucissant de soulagement. Ce dur à cuire a toujours détesté et raté l'action, commenta-t-il en observant le visage désormais apaisé de Cooper. Élodie sourit, son premier sourire sincère depuis l'embuscade. Il se bat pour revenir vers nous. Tard dans l'après-midi, alors que Hayes était sorti pour informer le reste de l'équipe, Cooper reprit enfin conscience. Sa voix était rauque à cause de la sonde d'intubation retirée quelques heures plus tôt, mais ses yeux étaient clairs et alertes lorsqu'ils croisèrent le visage d'Élodie. « On a réussi ?» demanda-t-il, cette simple question englobant tant de choses. Élodie hocha la tête, se rapprochant pour lui épargner l'effort de parler fort. « Tout le monde a survécu. Santiago et Mendez se plaignent déjà de la kinésithérapie. Hayes repousse les hauts gradés qui veulent un témoignage direct. Et toi, tu t'en sortiras avec le temps. » Le soulagement se lisait sur son visage, suivi rapidement d'une autre question. « Et toi, tu t'en es sorti aussi ?» La question avait une signification plus profonde que ne le laissaient supposer des simples mots. Élodie comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une fuite physique, mais des conséquences psychologiques du retour à l'état d'esprit du sniper qu'elle avait si délibérément abandonné. « J'y réfléchis encore, » répondit-elle honnêtement. « Mais oui, je crois que j'ai réussi. » Cooper observa son visage un instant, puis parvint à esquisser un faible sourire. « Je vous l'avais dit, vous nous cachiez, Doug. » Élodie ne put s'empêcher de rire doucement, la tension des derniers jours commençant enfin à se dissiper. « Comment le saviez-vous? À propos de mon passé? » demanda-t-elle, la question qui la hantait depuis qu'il l'avait interpellée lors de l'embuscade. Les yeux de Cooper se fixèrent au plafond, tandis qu'il rassemblait ses forces pour parler. « Votre façon de bouger, vos lignes de visée, vos distances calculées automatiquement. » Il marqua une pause, respirant avec précaution malgré la douleur de ses blessures cicatrisées. « Mais surtout, vos yeux quand vous avez regardé à travers ma lunette cette fois-là. Vos réglages. Aucun médecin ne regarde à travers une lunette comme celle-là. » Son observation était si simple et pourtant si perspicace. « Je ne voulais plus être cette personne », admit doucement Élodie. Le regard de Cooper se posa à nouveau sur son visage, étonnamment doux pour un homme qui gagnait sa vie en mettant fin à des vies à distance. Parfois, ce que l'on veut et ce que l'on est censé être ne sont pas la même chose. Il m'a fallu des années pour l'accepter. La sagesse simple de ce guerrier blessé frappa profondément Élodie, cristallisant la décision qu'elle hésitait à prendre depuis le débriefing. 2 semaines après que Cooper eut repris connaissance, l'équipe se réunit dans le bureau de Hayes à Bagram. Ceux qui étaient suffisamment mobiles pour être présents, Santiago et Cooper, se joignant à eux par liaison vidéo sécurisée depuis l'hôpital où ils poursuivaient leur convalescence. Élodie se tenait devant eux, la posture militairement droite malgré la douleur persistante dans sa jambe en convalescence. Hayes avait convoqué cette réunion à sa demande, lui donnant l'espace nécessaire pour s'adresser à l'équipe dans son ensemble. En voyant leur visage, elle ressentit une vague d'émotion qui menaça son sang-froid. Ces hommes étaient devenus sa famille, lui avaient confié leur vie même s'ils ignoraient toute sa vérité. Il était temps de corriger ce déséquilibre. « Je vous dois à tous une explication », commença-t-elle, son accent français légèrement plus prononcé sous le stress. « Quand j'ai rejoint cette équipe, je me présentais uniquement comme médecin de combat. C'était vrai mais incomplet. » Elle prit une grande inspiration, puis poursuivit son récit complet. Ses années comme médecin sniper du GIAGN, son palmarès d'opérations réussies, et enfin, la mission désastreuse en Syrie qui l'avait poussé à abandonner cette identité et à chercher une nouvelle voie axée uniquement sur la guérison. Tout en parlant, elle observait leur visage, non pas de jugement, mais de compréhension, non de trahison, mais d'acceptation. Lorsqu'elle eut terminé, un silence de quelques secondes s'installa dans la salle avant que Hayes ne prenne la parole.
Docteur, je pense parler au nom de tous en disant cela. Qui vous étiez avant de nous rejoindre importe moins que qui vous avez prouvé votre valeur au moment opportun. Des hochements de tête affirmatifs s'élevèrent dans la salle. Mais je dois vous demander, que va-t-il se passer maintenant? Le commandement a clairement fait savoir qu'il souhaitait que votre double compétence soit officiellement reconnue et utilisée. Tous les regards se tournèrent vers Élodie. La question en suspens. Redeviendrait-elle simplement leur médecin, ou adopterait-elle les compétences mortelles qui leur avaient sauvé la vie? Élodie sourit légèrement, déjà certaine de sa réponse après de longues conversations avec Cooper pendant sa convalescence. J'ai demandé une désignation de poste modifiée, expliqua-t-elle. Infirmière de combat sniper, mes principales missions restant le soutien médical, mais avec une reconnaissance officielle de mes compétences en tir lorsque la situation l'exige. Elle parcourut la salle du regard, croisant le regard de chaque membre de l'équipe. J'ai passé 18 mois à essayer d'être seulement la moitié de moi-même. Ce qui s'est passé au Nuristan m'a montré que renier une partie de moi-même ne l'efface pas. Et parfois, c'est en exploitant toutes nos capacités que nous pouvons accomplir notre mission la plus profonde. Pour moi, cette mission a toujours été de protéger les autres, que ce soit en les soignant ou, si nécessaire, en éliminant les menaces. Sur l'écran vidéo, la voix de Cooper résonnait clairement malgré ses forces encore fragiles. Il était temps, Doc. Maintenant, je n'aurai plus à faire semblant de ne pas remarquer quand vous ajustez mes réglages. La tension se dissipa et des rires emplirent la salle, une façon pour l'équipe de montrer son acceptation et d'avancer. Hayes se leva et tendit la main à Élodie. « Bienvenue dans l'équipe, officiellement cette fois, avec tous vos talents à l'honneur. » En lui serrant la main, Élodie ressentit un sentiment de plénitude qu'il avait quitté depuis la Syrie, non pas parce qu'elle était retournée au tir, mais parce qu'elle avait enfin cessé de fuir la vérité de qui elle était. À la fois guérisseuse et protectrice, médecin et guerrière, chaque aspect renforçant l'autre au lieu de l'affaiblir. Plus tard dans la soirée, seule sur le périmètre de la base, observant le coucher de soleil sur les montagnes afghanes, Élodie repensa au chemin parcouru pour en arriver là. Les fantômes de la Syrie ne la quitteraient jamais complètement, et ils ne devaient pas la quitter car ils avaient contribué à la façonner. Mais ils ne contrôlaient plus son avenir ni ne fixaient ses limites. Alors que l'obscurité tombait et que les étoiles apparaissaient dans le vaste ciel, elle murmura une promesse à elle-même et à l'équipe qui était devenue sa famille. « Je guérirai quand je pourrai, je protégerai quand je le devrai, et je ne renierai plus jamais ni l'un ni l'autre de mes appels. » Quelque part dans l'hôpital, derrière elle, Cooper se remettait, Santiago se plaignait de la kinésithérapie, et Hayes préparait leur retour aux opérations. Et Élodie Rousseau, médecin de combat et tireuse d'élite, était enfin en paix avec elle-même, ses mains guéries et ses yeux toujours au but, unis au service de ceux qui comptaient sur elle.